Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce troisième cours qui va donc se focaliser sur une question totalement différente de celle qu'on a vue pendant les deux premiers cours, mais qui a en commun avec ces deux premiers cours le fait que ça touche un système temporel, un référentiel temporel que les animaux, nous en l'occurrence, les vertébrés, mettent en œuvre pendant leur développement. C'était le but de ce cours, de vous présenter, on en verra trois, de vous présenter trois des nombreuses façons que l'embryon utilise pour générer ces temporalités et les utiliser pour transformer le temps en espace, en cellules, en tissus. Vous vous souvenez que les 2 semaines précédentes, on a vu ce qu'on pourrait appeler une horloge de différenciation cellulaire, la façon dont l'embryon, dans le temps, va déterminer les différents types de neurones, de neuroblastes qui vont être produits par le déroulement d'une chaîne de facteurs de transcription. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de différent qu'on pourrait qualifier peut-être d'horloge morphogénétique, puisqu'on va voir que c'est une façon que l'embryon utilise pour mesurer le temps de production de structures itératives, ces fameux somites dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de vous parler de cela, j'aimerais mentionner à certains d'entre vous, une fois de plus, que le 20 juin, il y aura un colloque, et je le mentionne à répétition parce que, en fait, 4 des intervenants de ce colloque, alors ce sera en anglais, ce sera de la science, je veux dire de la science pure et dure, mais 4 des intervenants de ce colloque sont en fait des collègues dont je décris ou j'ai décrit les travaux pendant ce cours. Donc si vous voulez voir la vraie réalité des choses, comment ça se passe vraiment, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert pour tous. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du développement de la colonne vertébrale chez les vertébrés, bien sûr, de la gastrulation, de l'origine et du destin des somites et de cette fameuse horloge de segmentation. Par conséquent, pas de résumé de l'épisode précédent, puisque celui-ci n'est pas nécessaire à la compréhension de ce que l'on va voir aujourd'hui. Et ce que j'aimerais, c'est commencer un peu par de l'embryologie classique, revenir un peu aux fondamentaux, parce que je pense que c'est vraiment important si on veut comprendre l'importance de cette horloge de segmentation, de remonter un peu en amont, de voir quand elle intervient et quels sont les résultats de cette horloge, pourquoi elle est tellement nécessaire au développement des vertébrés. Cette horloge de segmentation, elle est mise en jeu pendant un stade du développement qui a été surtout étudié, je dirais d'une façon historique, maintenant ça s'élargit un peu, mais dans 2 grands taxons de vertébrés, à la fois les grenouilles, les amphibiens, les amphibiens anours, donc qui n'ont pas de queue, anours, en comparaison avec les urodèles, les amphibiens qui ont une queue. Donc les amphibiens anours, vous voyez ici, en particulier en utilisant une grenouille qu'on appelle une grenouille africaine, qui s'appelle le Xenopus, et puis d'autre part avec les oiseaux, vous voyez ici en haut, qui sont donc des amniotes, les grenouilles étant des anamniotes, non pas d'amnios, se développent à l'eau libre, façon de parler. En fait, cette image, je ne vous la montre pas vraiment pour son côté informatif, je vous la montre pour la beauté de ce livre, auquel je fais souvent de la réclame déjà dans mon cours de l'année passée. C'est un livre merveilleux, un livre à offrir en fait à vos enfants, aux petits-enfants même, pour leur donner un peu le goût de ce que c'est que l'évolution. C'est des dessins magnifiques qui sont faits par un dessinateur, un illustrateur qui s'appelle Escher, qui est le fils en fait de Cornelius, ce fameux Cornelius Escher. Voilà. Alors, laissez-moi revenir sur quelques notions vraiment fondamentales, en commençant par le Xenopus, la grenouille, et les stades
très précoces qu'on appelle les stades du clivage. Ces stades, en fait, ils se caractérisent par un point essentiel que vous voyez sur cette image, parce que cette image, elle est à l'échelle. Alors, pas à l'échelle, pas à la vraie échelle, mais les œufs, les embryons sont dessinés à l'échelle. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation de taille de l'embryon. C'est une sorte on coupe cet embryon en différents morceaux par des divisions cellulaires qui vont de façon très rapide. Les cellules filles n'ont pas le temps ou la possibilité de se reconstituer en taille, et donc on a une division cellulaire qui maintient la taille globale de l'embryon. Il y a deux choses que j'aimerais dire ici. La première, c'est que c'est un embryon de type holoblastique, c'est-à-dire que les premières quelques divisions de l'embryon vont prendre l'embryon en entier. C'est holoblastique. On coupe l'embryon en deux. Ce n'est pas absolument visible ici, mais cette division cellulaire ici va générer deux cellules. Et puis ensuite, la deuxième division se fait de façon orthogonale, et la troisième division se fait de façon équatoriale, comme ça. Équatoriale qui n'est pas totalement à l'équateur, donc on a une division un peu asymétrique ici, d'où beaucoup plus tard, on va avoir des cellules un peu plus grosses dans le pot, etc. Peu importe. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que déjà au moment de la ponte de l'œuf, et c'est là qu'on va mentionner cela parce que ça va nous concerner dans le cas de l'horloge de segmentation, on voit ces trois couleurs qui en fait sont évidemment pas les couleurs, ne sont pas des couleurs de l'embryon, mais qui reflètent une sorte de réfraction de l'embryon quand on regarde ses œufs, avec une partie qui se trouve sur le dessus ici, qui est un peu plus sombre, qui historiquement a été appelée la partie animale, parce qu'on pensait à l'époque que l'animal dérivait de cette partie, parce qu'à l'inverse, à l'autre pôle ici, on avait quelque chose d'un peu verdâtre, on pensait que c'était vraiment quelque chose de végétal finalement, d'où le nom du pôle végétal. Évidemment, les deux pôles sont des pôles animaux, c'est un animal, mais je veux dire, historiquement, on appelle ça le pôle végétal, le pôle animal. Et puis, entre les deux, vous voyez cette espèce de petit croissant qui est en fait la région qui, plus tard, sera déterminée en mésoderme. C'est pour ça que je vous dis, c'est là-dessus qu'on va se concentrer, en fait, sur les dérivatifs de ce feuillet embryonnaire qui est le mésoderme. À la fin de ce première étape de développement, on va avoir une cavitation qui est créée par un mécanisme actif, c'est-à-dire que les cellules vont pomper de l'eau par des phénomènes ioniques, etc. Donc de l'eau, on va créer une cavité. Et c'est absolument indispensable parce que cette cavité va être utilisée en fait pour organiser l'embryon, pour lui donner sa forme, au travers d'un mécanisme qui s'appelle la gastrulation. Et ce mécanisme gastrulation, en fait, le résultat de ce mécanisme va être de produire un embryon qui préfigure ce qui va se passer par la suite, avec une organisation qui est extrêmement précise et que vous voyez ici, cette fois en couleur. Donc, cet embryon-là, en fait, avec cette cavité, c'est celui-ci, avec cette cavité. Celui-ci, maintenant, est coupé en deux, une section transverse. Et puis, on voit le pôle animal en haut, le pôle végétal en bas, et puis cette petite bandelette rouge qui préfigure le mésoderme. Ce qui va se passer pendant ce mécanisme de gastrulation, c'est en fait un peu similaire à ce que vous pourriez faire avec un ballon de football, par exemple, dégonflé, en essayant de rentrer une partie de l'extérieur à l'intérieur. Et pour faire ça, il faut évidemment tendre le ballon, puisque vous allez le rentrer à l'intérieur. Donc il va y avoir des mouvements de convergence, des cellules qui vont se diriger vers ce point d'entrée, et à la fin, ce point d'entrée va donner une ligne qui sera la ligne antéro-postérieure, donc l'axe principal du corps. Et la façon dont ça se passe chez les amphibiens, qui était décrite il y a plus d'un siècle maintenant, c'est que par ce point d'entrée, le point d'entrée se trouve là, donc les cellules qui sont sur cette partie bleue vont converger, vont descendre, 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 on le voit ici, elles descendent, et puis elles vont remonter à l'intérieur, en même temps qu'elles seront déterminées pour être du mésoderme. Et le résultat de ce mécanisme, en fait, c'est d'organiser ces trois feuillets qui, souvenez-vous, au départ étaient pôle antérieur en bleu, qui préfigure l'ectoderme,
pôle végétal en jaune qui préfigure l'endoderme et cette bandelette au milieu en rouge qui préfigure le mésoderme, au lieu de les avoir empilées l'une sur l'autre, de les mettre à la bonne place, c'est-à-dire endoderme à l'intérieur, le jaune, ectoderme à l'extérieur, et la couche de mésoderme entre les deux. Voilà, ça c'est le résultat. Je dirais le but, ce n'est pas le but, parce qu'il n'y a pas de but en soi, mais c'est à ça que conduit la gastrulation. Si on regarde chez tous les vertébrés, et je vais vous parler un peu des oiseaux dans une minute, on s'aperçoit qu'ils gastrulent de façon extrêmement différente, puisque finalement le mécanisme lui-même n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est qu'à la fin du mécanisme, on ait ces trois feuillets embryonnaires qui soient organisés toujours de la même façon, l'endoderme à l'intérieur, l'ectoderme à l'extérieur, et puis entre les deux, cette couche intermédiaire qui est le mésoderme. Alors ces trois feuillets, ces trois couches, qu'est-ce qu'elles donnent par la suite ? En fait, si vous regardez cette image-là, on peut déjà deviner en quelque sorte ce que vont donner ces feuillets embryonnaires. Je vous les ai mis là, je vous ai déjà montré il y a 2 ans, me semble-t-il. L'ectoderme, bien évidemment, ça va donner tout ce qui est à l'extérieur, la peau, etc., plus le système nerveux, bien entendu, puisque le système nerveux, comme on va le voir, va se développer sur la partie dorsale, extérieure dorsale, donc c'est à partir d'ectoderme. L'endoderme, par contre, va donner tout ce qui est à l'intérieur, les grandes glandes, le foie, le pancréas, le thymus, etc., etc. Et puis, entre les deux, on va trouver le mésoderme, qui va essentiellement donner le système squelettique, les muscles, le système sanguin et d'autres choses. Endon, en dedans, ectos, dehors, mésos, médian. Alors évidemment, ce n'est pas si simple, et en fait, chaque grande glande que vous trouverez à l'intérieur, vous allez avoir des contributions mésodermiques, puisqu'il y aura des muscles, par exemple des muscles lisses pour les intestins, et puis il y aura bien entendu des nerfs, des ganglions qui viendront du système nerveux, etc., etc. Mais c'est un schéma de base qui est toujours le même et qui est toujours respecté. Alors si on fait une coupe au travers d'un embryon, ça ne correspond pas exactement, et puis en plus ici on a un embryon de souris, mais c'est juste pour vous expliquer le plan de coupe. C'est une coupe qui passe à travers, une coupe transverse, et puis on regarde par le haut. Mais on va voir quelque chose qui ressemble un peu à ça, avec cette couche d'ectoderme autour, et puis ici le développement du système nerveux central, qui sera plus tard la moelle épinière, à cette hauteur de coupe. Et puis à l'intérieur, on a toutes ces cellules endodermiques avec cette cavité qu'on appelle l'archentéron, qui est le tube digestif primitif. C'est que c'est à partir du tube digestif que vont bourgeonner toutes les grandes glandes, le foie, le pancréas, etc. Et puis entre les deux, on a ce mésoderme, cette couche rouge, et c'est ce mésoderme-là qui va nous intéresser. À ce stade de développement, on voit déjà différents types de mésodermes. On voit que le mésoderme commence à se différencier en sous-types différents. On a du mésoderme ici, central, qui va donner ce qu'on appelle la notocorde, qui est une structure qui disparaîtra plus tard chez nous, mais qui est très utile pendant le développement de par ses relations avec le système nerveux. On va avoir toute une couche de mésoderme, qu'on appelle le splanchnopleur et le somatopleur, qui sont autour ici, on y reviendra un tout petit peu, qui vont donner tous les dérivés des muscles lisses intérieurs et aussi les membres, les bras, les jambes. Et puis on arrive dans la partie intéressante, intéressante pour nous aujourd'hui, qui est cette partie-là, avec un type de mésoderme qu'on appelle le mésoderme somitique, qui est juste latéral de cette partie centrale ici, le mésoderme somitique, qui jouxte le mésoderme intermédiaire qui va donner tous les néphrons, donc tout notre système excréteur, les reins par exemple. Donc on a la notocorde au centre, ensuite le somite, ensuite le mésoderme intermédiaire qui vont donner le système excréteur, et ensuite le mésoderme de la lame latérale qui va donner le splanchnopleur, somatopleur, le cœur, etc.
Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la production séquentielle de ces somites, de ces condensations de cellules mésodermiques. Mais avant de passer à ça, j'aimerais vous parler quelques minutes de ce qui se passe chez les oiseaux dans une situation comparable. Car les oiseaux ont un développement évidemment un peu différent, puisque les oiseaux pondent un œuf. Vous connaissez tous l'œuf de poule. C'est un œuf qui est gros et évidemment qui ne se divise pas en deux. Si vous ouvrez un œuf fécondé de poule, vous n'allez jamais trouver 2 grosses cellules ou 4 grosses cellules. Et en fait, la raison pour cela, c'est que l'œuf des oiseaux est un œuf un peu particulier qui a ce qu'on appelle des clivages méroblastiques. Donc c'est un œuf qui ne se coupe pas en entier. En fait, il faut vous imaginer que sur l'œuf entier va se développer une toute petite pastille, un tout petit disque, en fait, qu'on a de la peine à voir au début, dont on voit une illustration ici. Donc faites attention, là on n'est pas sur l'œuf, on est sur cette petite zone qu'on appelle une aire opaque. L'œuf prendrait ici pratiquement tout le mur du fond de la salle. Et va se produire une sorte de coupure, un peu comme si avec un couteau, on faisait une sorte de coupure comme ça, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis ensuite, ces sillons différents vont se cellulariser, ce qu'on voit très bien ici. Voilà, si on fait une coupe là, on voit qu'on commence à se cellulariser, les membranes vont pousser, et puis en fait, on va avoir le développement de ce qu'on appelle un embryon en disque, un blastodisque. Donc au lieu d'avoir l'embryon se développant globalement en se coupant en morceaux, on va avoir toute cette réserve de nourriture, puisqu'évidemment l'embryon va devoir passer toute sa vie embryonnaire dans cet œuf. Donc cet énorme œuf est en fait fait d'une réserve de nourriture. L'embryon va se développer sur une petite partie et va étendre tout un système pour aller chercher cette nourriture, qu'on appelle le système omphalo-mésentérique, un système sanguin qui va aller chercher toute cette nourriture, pour petit à petit prendre tout l'espace, métaboliser tout ça, et puis à la fin remplir l'œuf. Alors comment peut se passer une gastrulation dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on peut établir ces 3 feuillets embryonnaires? Eh bien, on le voit ici. En fait, c'est très comparable finalement. On va avoir apparition de ce qu'on appelle la ligne primitive, cette espèce de ligne par laquelle les cellules extérieures vont rentrer à l'intérieur. Donc il va y avoir des cellules latérales qui vont rentrer, mais également des cellules qui viennent de la partie antérieure et qui vont descendre, rentrer et remonter, ou rentrer et partir latéralement. D'accord ? Au niveau ici de cette entrée, de la plus rostrale, la plus antérieure, ça fait une sorte de petit bourgeon, une petite enflure comme ça, qu'on va appeler le nœud de Hansen, historiquement. Et donc cet embryon va gastruler de l'antérieur vers le postérieur, et on va avoir, en l'observant, une sorte d'impression que ce nœud de Hansen va descendre, un peu comme si on tirait un zipper. Donc il faut vous imaginer avec toutes ces cellules qui vont rentrer, qui vont rentrer, qui vont rentrer, qui vont rentrer. D'accord ? Et donc, le point important là-dedans, c'est que l'organisation de ces structures va être progressive de l'antérieur vers le postérieur. C'est pareil chez les amphibiens, de façon un peu différente, c'est pareil chez les mammifères, bien entendu. Mais l'avantage chez l'embryon de poulet, c'est que cet embryon, comme il pousse sur un disque, est relativement plat, il est relativement bien accessible, et donc si on l'observe, on va voir sur le même embryon, que vous voyez là, tous les stades possibles de développement, c'est-à-dire au même stade, on a ici un stade qui aurait été celui-ci quelques heures auparavant, puisque le développement est progressif antério-postérieur, et donc on peut avoir sur un événement simple plusieurs stades de développement. C'est extrêmement important pour ce que je vais vous raconter tout à l'heure sur l'horloge de segmentation. Alors vous voyez que la gastrulation se passe en fait de façon différente, mais le résultat est le même. La couche ectodermique reste à l'extérieur. Les cellules qui rentrent
vont se transformer, se différencier en mésoderme, et puis on va avoir sur le bas une couche d'endoderme. Donc on va avoir encore une fois un embryon qui aura ectoderme à l'extérieur, endoderme à l'intérieur, et entre les deux du mésoderme. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. On voit ici sur cette figure le début de ce phénomène de condensation de Smith, dont on va parler maintenant, avec ces petits carrés là, qui en fait sont ces condensations latérales qui vont se faire par paires. Et quand on les regarde de l'extérieur, on a l'impression que ce sont des boules qui se forment comme ça latéralement, des condensations qui vont de l'antérieur vers le postérieur. Avant de vous en parler de façon un peu plus précise, j'aimerais juste vous dire, pour une raison un peu historique, parce que c'est toujours assez intéressant de voir ça, comment, en fait, les gens ont découvert ce système, comment on a pu observer cela. Et en fait, c'est grâce aux travaux d'un Français émigré à Genève, qui était l'ancien directeur du département que j'ai eu la chance de diriger pendant 20 ans, Hermann Voll, en collaboration avec une personne qui s'appelait Stanislas Wawrinski. Et j'ai extrait ce texte d'un texte écrit par Jean-Louis Fischer qui concerne Étienne Wolff. Étienne Wolff qui était pratiquement l'inventeur de la tératologie expérimentale, c'est-à-dire de pouvoir induire chez l'embryon quelque chose de tératologique pour pouvoir observer ce qui se passait. C'est la source de la biologie expérimentale, de l'embryologie expérimentale, essayer d'induire une cause pour en voir un effet. Et vous voyez que Jean-Louis Fischer écrit ils agissent directement sur les embryons de poulet âgés de 24 à 48 heures d'incubation, en pratiquant sur un point précis, etc. Ils inaugurent une nouvelle pratique, celle du geste direct de l'expérimentateur sur une structure embryonnaire. Ces auteurs pouvaient, pour la première fois dans l'histoire, obtenir une malformation à volonté. Ces travaux, qui sont restés peu nombreux, ont connu une suite qui va se révéler capitale dans la mesure où elle se trouve à l'origine de l'embryologie expérimentale. Alors, si on remonte à la publication originale d'Hermann Voll, un très beau travail avec Stanislas Wawrinski, alors on voit d'abord ici que ce n'étaient pas les premiers à essayer. Valentin, Lecart sont les seuls, à notre connaissance, qui sont entrés dans cette voie avant nous, et les résultats obtenus n'ont pas été de nature à engager d'autres chercheurs à les suivre. On écrivait bien à cette époque-là. Vous voyez en dessous, notre manuel opératoire, le plus habituel, a consisté à trépaner la coquille d'un œuf déjà couvé pendant 1, 2 ou plusieurs jours, à produire une lésion parfaitement déterminée à l'aide d'un thermocautère et à continuer l'incubation pendant un temps plus ou moins long. En fait, ces deux collègues inventent ce qu'on appelle aujourd'hui le windowing de l'œuf, c'est-à-dire une manipulation extrêmement simple, mais qui a généré une quantité de résultats absolument invraisemblables, à savoir de faire une petite fenêtre avec un ciseau sur le dessus de l'œuf, de pouvoir, en écartant un peu les membranes, non seulement observer l'embryon, mais le toucher, le manipuler, faire des greffes, très nombreuses greffes, par exemple par Nicole Ledouarin, qui était d'ailleurs l'élève d'Étienne Wolff à Nogent-sur-Marne, et qui était professeur ici au Collège de France. Et puis de mettre un morceau de scotch sur la fenêtre et de remettre l'œuf à l'incubateur. Puis on peut revenir un jour plus tard, pour voir ce qui s'est passé, parce que l'embryon continue à se développer. Aujourd'hui encore, on utilise beaucoup cette technique de windowing. Alors, ces somites, différents états de maturation, si on regarde à peu près à ce niveau-là, ou à peu près à ce niveau-là, bien voilà ce qu'on va voir en section transverse. On va voir un tube neural ici qui est pratiquement fermé, donc en fin de développement du tube neural, alors qu'ici, vous voyez qu'il est encore ouvert, donc il est en train les parties dorsales sont en train de converger pour se fermer, se souder. Ça, c'est ce qui donnera plus tard notre moelle épinière. Et puis, en dessous, cette notocorde, donc ce mésoderme qui va interagir avec le système nerveux. Vous voyez, ici, c'est encore le début. Les somites, ici, ça c'est le stade précoce, ne sont pas encore vraiment condensés, alors que là, on voit qu'il y a une belle condensation. On voit ici le mésoderme intermédiaire qui donnera le système excréteur, qui n'est pas vraiment non plus. Puis là, on voit un peu de
de mésoderme de la lame latérale qu'on voit ici maintenant très, très finement, que ces structures épithéliales sont des cellules mésodermiques, mais qui ont des structures de cellules épithéliales qui sont absolument magnifiques. Donc là, on est à un stade précoce, avant la condensation des somites, on va appeler ça le stade pré-somitique, et le mésoderme dont le destin est de se condenser en somite, on va l'appeler le mésoderme pré-somitique. Et puis le mésoderme qui est condensé en somite, ici, eh bien, on va l'appeler le mésoderme somitique. Une fois que ces condensations seront faites, très rapidement, on va assigner à différentes parties de ces condensations des destins différents. Donc un somite ne va pas donner une chose, va donner plusieurs dérivés mésodermiques qui sont très bien décrits dans ce schéma que j'ai trouvé ici sur Internet. On voit ici ce schéma de condensation somitique avec en jaune le développement de ce que l'on va appeler le sclérotome. Ce sont ces cellules qui vont faire les vertèbres. Alors elles vont faire les vertèbres, elles vont migrer, elles vont faire des vertèbres en dessous du tube neural, et puis elles vont partir en haut pour fermer autour du tube neural, pour protéger notre moelle épinière. Tout cela provient de ces cellules du sclérotome. Et puis il y a une deuxième partie du somite, cette partie dorsale ici, qui va donner ce qu'on appelle le dermomyotome, qui va se diviser en dermatome ici, qui va évidemment faire le derme, donc la partie mésodermique la plus extérieure que nous avons, puisque la peau est d'origine ectodermique, et puis le myotome, qui, comme son nom l'indique, va donner beaucoup des muscles qui vont accompagner la formation du squelette. Et donc, chaque somite va donner cette série de dérivés qui vont donc construire cette structure que l'on appelle métamérisée. Cette structure en métamère, c'est un terme qui est plutôt utilisé en médecine, en fait, cette structure de notre corps qui est une structure en tranches. Alors cela ne concerne évidemment pas uniquement les vertèbres, ça ne concerne pas que l'os, mais tout ce qui va aller avec, les terminaisons neurales, les muscles, vont en fait partir d'une structure en tranches. Je l'ai illustré ici, où on voit très bien dans cette partie-là cette structure en tranches. D'ailleurs, certaines pathologies la reflètent. Si vous prenez le zona, par exemple, ça va se développer qui est une infection virale de neurones. Bref, ça va se développer sur une tranche, finalement. C'est absolument curieux. Il y a d'autres exemples, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis, vous voyez aussi que les membres sortent un peu de cette stratégie, parce qu'évidemment, on présente toujours un homme ou une femme comme ça, mais les membres ne participent pas à l'axe antéro-postérieur. On devrait les montrer comme ça, puisque en fait, ils sortent d'un même niveau antéro-postérieur. Donc c'est pour ça qu'on a ces domaines un peu biaisés, qui vont partir de l'axe pour descendre dans les membres. Alors, comment ces somites sont-ils produits ? Donc on a vu qu'ils sont produits de façon successive le long de l'axe antéro-postérieur. Et vous voyez que les condensations ont des temps de formation différents selon l'espèce qui est considérée. Et c'est quelque chose sur laquelle on reviendra à la fin du cours. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs. On voit par exemple que chez le poulet, où ces condensations ont été vraiment étudiées avec une très grande précision, c'est à peu près 1h30, toutes les 90 minutes, on a une nouvelle condensation. Par contre, chez nous, c'est à peu près toutes les 5 heures. Chez la souris, c'est toutes les 2 heures. Chez le poisson, c'est encore plus rapide, bien entendu. Donc, ce temps de condensation est fonction du temps, pas que, mais on verra, mais du temps de développement de l'animal. C'est quelque chose qui est ajusté au temps de développement de l'animal. Ça vous paraît totalement logique et normal, mais en fait, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que l'horloge qui règle cette condensation doit en quelque sorte connaître sans sense
avoir des informations sur le temps de développement général pour pouvoir s'adapter, en fait. Pour pas que soudainement on ait un coup qui fasse 45 vertèbres. Donc c'est un problème qu'on va aborder tout à l'heure. Alors pour vous donner une idée de cette dynamique de segmentation, je vais vous montrer, j'espère que ça va marcher, je voulais vous montrer voilà, un schéma qui m'a été donné par Olivier Pourquier, dont je reparlerai plus tard. Voilà, où vous voyez ces condensations qui se font pendant l'élongation de l'axe de l'embryon. Alors évidemment, il y a une conclusion qui est vraiment... Il y a deux conclusions, je pense, déjà qu'on peut tirer de cette petite animation. La première, c'est que c'est la taille de ces somites est parfaitement la même d'un somite à l'autre. Ce qui veut dire que le mécanisme, cette horloge qui fabrique ces somites, doit avoir une grande précision. Et puis deuxièmement, vous l'aurez sans doute remarqué, on voit qu'il y a une distance qui est constante entre le front de segmentation, donc la première coupure, voilà, cette coupure-là, et puis ensuite cette coupure-là, et la partie la plus postérieure de l'embryon. On voit qu'en fait, la distance est toujours respectée. C'est-à-dire que la distance qui est représentée par le mésoderme pré-somitique, donc le mésoderme qui n'est pas segmenté, va en fait descendre, et puis va laisser derrière des somites qui vont se condenser. Alors ce phénomène, il est, comme je l'ai dit, il est observable, il a été observé il y a plus d'un siècle, dès qu'on a pu commencer à ouvrir un œuf de poulet et à regarder à l'intérieur, on a vu ce phénomène de somitogenèse. Et donc il y a eu beaucoup de propositions, de modèles, et surtout un modèle principal qui a été proposé par deux théoriciens en 1976 par Cook et Zeeman. Alors, Cook étant un théoricien au fait des questions biologiques, Zeeman un mathématicien. Et ces deux personnes publient ce modèle, une publication extrêmement intéressante, et d'abord posent les conditions cadres de ce que doit être un tel modèle. Et vous voyez qu'ils disent la plupart des modèles courants de la morphogenèse, de la façon dont les patterns répétés, comme par exemple les somites, la plupart des modèles qui sont proposés aujourd'hui ne peuvent pas expliquer le degré de constancy, le degré de constance pour le nombre de somites en considérant des espèces différentes. C'est-à-dire, justement, ne peuvent pas expliquer comment une horloge peut respecter la taille globale de l'embryon. C'est ça le problème fondamental. Donc, on doit trouver un modèle qui permet d'intégrer cette horloge dans un contexte global, de façon à ce que si le contexte global change, si par exemple il y a un problème de température ou que la croissance de l'embryon ralentit, l'horloge doit ralentir. Autrement, on va avoir trop ou pas assez de segments. Or, il n'y a jamais trop ou pas assez de segments au sein d'une même espèce, sauf dans quelques espèces, chez nous par exemple, où vous savez qu'il y a à peu près un petit pourcentage, un peu en dessous du pourcent de la population qui, au lieu d'avoir 5 vertèbres lombaires, en a 6. On avait des chiffres assez précieux au moment de la conscription, en tout cas dans certains pays, maintenant ce n'est plus le cas. Pour des raisons très intéressantes, en fait, ça c'est une parenthèse, je ne veux pas m'y attarder, mais c'est qu'on arrive à la fin du compte, dans la partie lombaire. Donc on arrive à la fin de cette horloge, les choses se fatiguent un peu, on commence à avoir des problèmes de coordination, et puis parfois on va en rajouter une. Mais dans la partie la plus antérieure, où se trouvent vraiment les fonctions absolument vitales, pensez à toute la partie sous-occipitale, où vont se trouver les racines de tous les nerfs crâniens, par exemple. Si on fait une erreur dans cette partie-là, c'est fini. D'accord ? Donc il faut trouver un système qui s'adapte. Donc cette précision requiert l'existence d'un mécanisme
par lequel la longueur des somites, le nombre de cellules par somite, donc la longueur, puisse s'ajuster à la taille générale de l'embryon, qui puisse aussi coordonner le nombre de somites avec la position des différents dérivés au sein des différentes espèces. C'est une phrase qui est compliquée, ça m'a pris beaucoup de temps à la traduire. En fait, je ne suis même pas sûr que la traduction est vraiment bonne, mais c'est ce que je vous expliquais auparavant, c'est que jusqu'à cette publication, on considérait cette horloge somitique comme étant extraite de l'embryon. On cherchait une façon biologique d'expliquer un oscillateur, une horloge, qui, toutes les 2 heures chez la souris, toutes les 90 minutes chez le poulet, produisent quelque chose. Et ces auteurs-là disent, attention, maintenant, il faut qu'on arrête de penser comme ça, il faut vraiment qu'on intègre cette horloge dans la globalité de l'embryon. Et ils vont proposer, vous voyez ici dans le titre, ce qu'ils vont appeler un clock and wavefront, donc un mécanisme d'horloge et de front de vague. Appelons-le front de vague, c'est pas un front d'onde, c'est un concept qui est utilisé par les physiciens, c'est un front de vague. On va voir ce que ça veut dire en fait, ce sera plus précis que le mot. C'est un mot précis en anglais, donc je n'ai pas trouvé vraiment de traduction en français. C'est un modèle qui implique une interaction entre, d'une part, une horloge et, d'autre part, un wavefront. L'horloge, c'est un oscillateur cellulaire pour lequel toutes les cellules de l'embryon sont en phase. C'est-à-dire, évidemment, si chaque cellule oscille d'une façon aléatoire, ça ne va pas le faire. Donc, c'est un oscillateur cellulaire, mais comme on le verra, à chaque niveau corporel antéro-postérieur, les cellules doivent osciller ensemble. Et on verra comment ces cellules oscillent ensemble. Donc ça, c'est leur spéculation à l'époque, ce n'est pas de l'observation. Donc ils disent qu'il faut qu'il y ait un oscillateur, que les cellules envoient quelque chose, et puis il faut, deuxièmement, qu'à un moment donné de l'oscillation, ces cellules rencontrent un front de quelque chose. Et puis au moment où il y a cette rencontre, ce qu'ils appellent le wavefront, au moment où cette rencontre se passe, eh bien on a une catastrophe au sens de René Thom, c'est-à-dire un événement majeur qui fait que ces cellules du mésoderme, qui sont des cellules qui ne sont pas bien organisées, vont soudainement changer de destin, s'épithélialiser et former un somite. D'accord ? Ça, c'est le modèle du clock and wavefront. Donc, dans ce modèle, une itération de structure, donc la répétition, la formation d'une nouvelle structure, se produit lors de la rencontre entre des cellules contenant un oscillateur et un front de vague mouvant, front de détermination, qui va donc matérialiser cette oscillation dans une fenêtre spatio-temporelle qui se déplace avec le front de vague. Alors, ces auteurs, pour nous aider, proposent un schéma que je vais vous montrer que je vous montrerai tout à l'heure, qui est, à mon avis, extrêmement compliqué, mais auparavant, laissez-moi vous dire 2 choses. Ces auteurs disent le gradient d'information de position, un concept développé par Volpert, nous apporte une explication formelle à la fois satisfaisante et plausible sur ce front de vague. Donc, il propose également à quoi pourrait correspondre ce front de vague, et je vais vous en parler pendant quelques minutes. Puis, deuxième chose, la diffusion d'un morphogène, une substance avec une source locale, nous donne en fait une des solutions possibles à ce concept. On est en 1977 et ces idées d'information de position, de gradient de morphogène, sont proposées par Louis Volpert en Angleterre en fin des années 60, début des années 70, 71. Donc on sent vraiment l'influence de ces concepts sur la façon dont ces gens pensent ce modèle. Alors il faut que je vous explique en 2 mots ce que sont ces concepts. Je suis désolé si parmi vous il y a des gens qui sont bien au courant, mais je pense que c'est important pour tous de vraiment voir comment ça se passe. Louis Volpert, en 69, propose
ce qu'il va appeler le système du drapeau français pour expliquer cette notion de gradient morphogénétique. Alors pourquoi du drapeau français et pas du drapeau britannique? Parce que le drapeau français a le mérite d'être fait de 3 domaines discrets, un domaine bleu, un domaine blanc et un domaine rouge. Ce n'est pas le seul, mais c'est celui qui choisit. Et son idée est la suivante. Si on imagine dans un système biologique un champ de cellules dans lequel, quelque part, il y a une source d'une molécule diffusible qui va appeler une molécule morphogénétique, un morphogène, donc une molécule qui va diffuser dans ce champ, eh bien, on peut imaginer un système dans lequel la concentration de cette molécule de morphogène va en fait induire des effets de seuil. Il faut vous imaginer la chose suivante, vous avez un champ de cellules avec un autre type de cellule à une extrémité qui va produire un morphogène qui va être relâché, qui va donc diffuser dans ce champ de cellules. Les cellules à l'intérieur de ce champ vont sentir des concentrations de ce morphogène différentes. Elles vont sentir une très haute concentration quand elles seront très proches de la source, une très basse concentration quand elles seront loin de la source. Et plutôt que d'avoir une réponse linéaire, plutôt que ces cellules répondent de façon un peu plus, un peu moins, encore un peu moins, encore un peu moins, elles vont répondre par un effet de seuil. Autrement dit, les cellules qui sont là, proches de cette source, les cellules ici, vont répondre de la même façon tant qu'il y a suffisamment de quantité de molécules. Mais dès qu'il n'y en a plus suffisamment, elles vont changer de façon discrète, elles vont faire autre chose. Mais elles vont faire la même chose pour toute cette concentration-là. Par contre, quand elles vont vraiment ne plus en avoir assez, elles vont rechanger, elles vont refaire autre chose. C'est un concept qui est extrêmement important. Je dois dire qu'il n'a pas été vérifié dans un nombre incalculable de cas, en fait. C'est un concept qui a été extrêmement utile chez la drosophile, c'est un concept qui a été démontré dans quelques cas chez les vertébrés. On va justement parler d'un de ces cas. Mais ce que j'aimerais vous montrer avant de terminer cette parenthèse, c'est comment John Gurdon, quelques années plus tard, essaye d'illustrer, de démontrer cette notion de gradient et de morphogène. Avant, puisque j'ai parlé d'information de position, en fait, cette idée d'information de position, c'est simplement qu'une cellule qui est ici peut être caractérisée par sa position dans cet espace morphogénétique, c'est-à-dire une cellule qui reçoit X d'un certain morphogène va être caractérisée par sa position. Imaginez que nous sommes dans un espace avec N morphogènes, cette cellule va être caractérisée par un système de coordonnées, et Louis Wolpert va appeler ça l'information de position, c'est-à-dire les cellules, en quelque sorte, par leur système de récepteurs, peuvent se dire, voilà, je suis en quelque sorte positionné ici dans cet espace, donc il faut que je fasse ça, plutôt que de faire ça. D'accord ? C'est ça, cette idée d'information de position. Pour démontrer ça, en fait, après je reviendrai à nos somites, pour démontrer ça, John Gurdon fait une expérience assez intéressante qui consiste à faire la chose suivante. Il enlève la partie la plus animale du pôle animal, donc il dissèque cette partie-là chez la grenouille, chez le crapaud, Xenopus, puis cultive ces cellules qui sont donc des cellules épidermiques, d'ectoderme, qui vont faire des cellules atypiques d'ectoderme. Et puis, sur ces cellules, il va pipeter une molécule qui s'appelle l'activine, c'est une molécule qui a la capacité d'induire du mésoderme. Donc, quand vous mettez de l'activine sur ces cellules de l'ectoderme, vous voyez, le bleu, toujours respectons les couleurs, eh bien, ces cellules vont se transformer en mésoderme, rouge. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pipeter des quantités qui vont être chaque fois d'un log différent. Vous voyez ici, 0,1 nanogramme, 1 nanogramme, 10 nanogrammes, 100 nanogrammes. Et ce qui se passe, c'est qu'avec des quantités différentes, il va obtenir des types de cellules mésodermiques différentes.
Donc là encore, on est dans un système où on pourrait imaginer que si on avait un tapis de mésoderme et une source d'activine quelque part, eh bien, on aurait un type de cellule qui se différencierait le long de ce tapis de mésoderme qui aurait des morphologies différentes. Donc, d'accord ? Alors, c'est une expérience qui est extrêmement difficile à faire. Ce qu'il va faire, c'est quelque chose d'un peu différent. Il va... Ah oui, juste l'activine, pour vous dire, avant de passer à l'expérience. L'activine, c'est un ligand qui va contacter des récepteurs de type 1, type 2. Donc, c'est un ligand de la grande famille de ce qu'on appelle les TGF-bêta. Je l'ai souvent parlé dans ce cours. C'est une famille de protéines qui sont sécrétées, qui se baladent et qui donnent des informations aux cellules par l'intermédiaire de ces récepteurs. Une fois que ce ligand est lié, comme souvent cela se passe, il y a des phénomènes de phosphorylation, des protéines vont être modifiées, on va rajouter des groupes phosphates. C'est le discours qui se passe à l'intérieur de la cellule pour que finalement un effecteur rentre dans le noyau et active des gènes. C'est très classique pour les voies de signalisation. Dans ce cas particulier, je mentionne au passage, parce qu'on y reviendra, que c'est une voie qu'on appelle paracrine, c'est-à-dire c'est une voie de signalisation qui touche les cellules qui sont à proximité, pas trop loin. C'est ce qu'on appelle une signalisation de type paracrine. Alors ce que va faire Gurdon, c'est de prendre cette activine et puis il va tremper des petites billes, dans des concentrations différentes d'activine, et il va poser ces billes au centre d'un petit domaine de cellules ectodermiques, donc comme on a vu avant. Donc il va avoir ce tapis de cellules ectodermiques, puis il met ces billes au centre. Et puis ces billes vont relâcher l'activine, et l'activine va donc diffuser avec une concentration maximale près de la bille et une concentration minimale loin de la bille, évidemment. Et lui va regarder l'effet de ces concentrations en regardant l'activation de la transcription des ARN de deux gènes, un qui s'appelle brachyurie et un qui s'appelle gousqueide. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est vraiment pas important pour ce qu'on veut discuter aujourd'hui, mais ce sont deux gènes qui sont importants dans la formation du mésoderme. Et ce que vous voyez, c'est qu'à cette concentration, eh bien, les cellules qui sont au bord de ces billes commencent à exprimer le gène brachyurie. Ça veut dire que ces cellules répondent, sont sensibles à l'activine. Mais si vous regardez une cellule ici, elle est trop loin, elle n'est pas sensible. D'accord ? Par contre, quand vous mettez une dose supérieure, maintenant vous voyez que ces cellules-là deviennent positives à brachyurie. Des cellules qui ici n'étaient pas positives. Donc, quand vous mettez plus d'activine dans la bille, l'activine diffuse plus loin. Et puis, en plus, vous voyez que maintenant, le gène gousqueide est activé. Ça veut aussi dire qu'en fait, des gènes différents ne sont pas forcément activés par les mêmes quantités de ligands. Alors, avec ça, on peut essayer de calculer le nombre de récepteurs qui sont, etc., etc. Et on peut commencer à imaginer un système par lequel, par exemple, pour le drapeau français, on pourrait dire que s'il y a 1000 récepteurs, il y en a plus, mais 1000 récepteurs sur une cellule, eh bien, si les 1000 récepteurs sont occupés, cette cellule va faire du bleu. Donc, on va faire du bleu. Et puis, par contre, dès qu'il y en a moins de 600, cette cellule fait du blanc. Mais elle va faire du blanc jusqu'à 300. Et puis, s'il y a moins de 300 récepteurs qui sont allumés, eh bien, elle va faire du rouge. C'est ça l'effet de seuil. Voilà. Alors tout ça, ça vous paraît un peu déconnecté des somites, mais cette histoire de gradient va être absolument clé à comprendre pour justement expliquer ce front de détermination, cette vague qui va fixer l'endroit exact où le somite va se former. Alors ce schéma du papier de Cook et de Zeeman, je vais vous le montrer. C'est un schéma, il ne faut pas trop me poser de questions dessus parce que je crois que j'ai relativement bien compris, mais il est extrêmement compliqué parce que c'est un schéma à plusieurs dimensions. Vous avez ici l'espace, cette notion d'espace ici, le temps ici, et puis en vertical, vous avez le développement. Alors, en fait, je pense que la façon dont il faut interpréter ce schéma, c'est la façon suivante. La surface courbe, ici, représente le destin des cellules
qui vont changer de façon abrupte, donc, ce que je vous disais, c'est de façon catastrophique. Hein. Et on a donc cette oscillation, ces oscillateurs, avec les cellules qui oscillent, et qui ici vont rencontrer ce front de détermination. Ça va produire une catastrophe qui va descendre le truc, et les cellules vont recommencer plus bas. Hein. Donc dans ce schéma, on a ces cellules qui pulsent, comme ça, et puis on a un front de quelque chose qui descend, et puis dès que ces cellules vont rencontrer ce front, elles se condensent. Mais le front continue à descendre, puis ces cellules en bas condensent, rencontrent, se condensent. Continuent à pulser, rencontrent, se condensent. D'accord ? Ça, c'est la base, l'essence de ce schéma. Alors, on va voir que ce modèle, en fait, est globalement, étonnamment, relativement correct dans ses grandes lignes, mais avec quelques différences notables. Et la différence principale, je dirais, c'est que dans ce système, eux imaginent que ce front de vague, en fait, est quelque chose qui descend en même temps que la maturation de l'embryon. Donc, ils assimilent ça à une sorte de quelque chose lié à la maturation de l'embryon. L'embryon est plus âgé, en quelque sorte, en haut qu'en bas, et donc il va descendre quelque chose qui, en rencontrant cet oscillateur, va fixer une limite. Alors qu'en fait, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, le front est un front qui va à l'encontre du développement antéro-postérieur, qui monte de la partie postérieure et qui va rencontrer ces cellules qui oscillent à cette frontière entre le mésoderme présomitique et le mésoderme somitique. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici, c'est que en fait, ce front de détermination, ici, il est fixé par un gradient, c'est pour ça que j'ai passé autant de temps à vous en parler, un gradient dont la source se trouve dans la partie postérieure. Et tout cela, ça a été observé en grande partie, découvert par le laboratoire d'Olivier Pourquier, par Isabelle Palmérim en 1997. Il y a maintenant plusieurs laboratoires qui travaillent sur cette question, qui est une question évidemment extrêmement intéressante. Vous voyez ici, dans le papier de Cook et Zeeman, ils disent « Let us suppose qu'un gradient longitudinal du corps entier, quelle que soit sa nature, est utilisé à ce stade pour déterminer deux aspects du développement futur. » Mais ils disent en fait que ce développement, cette vague, est une vague antéro-postérieure, alors que c'est une vague postéro-antérieure. Alors comment cet oscillateur, comment cette horloge a été découverte en 1997 ? Eh bien, en regardant l'expression d'un gène particulier, c'était une époque des années 1990 dans lesquelles beaucoup de laboratoires clonaient des gènes qui existaient chez la mouche, qui avaient été découverts par des criblages génétiques chez la mouche, pour voir s'il en existait des copies chez les vertébrés. Et dans cette étude particulière, les auteurs ont regardé l'expression d'un gène qui s'appelle HERI chez la mouche, et vous voyez que la mouche, alors je ne vais pas revenir sur le développement de la mouche, vraiment pas, mais la mouche est faite de 14 bandes, hein, on n'en voyait que 7 ici parce que les 7 négatives on ne les voit pas, mais c'est un gène qu'on appelle de segmentation. C'est un des gènes qui est utilisé chez la mouche pour fabriquer ces 14 tranches qui sont fabriquées d'une façon complètement différente que nous fabriquons nos segments, pour une raison très simple, c'est que chez les diptères, chez la mouche, ce n'est pas un mécanisme temporel. Chez la mouche, c'est un saucisson qu'on coupe en 14 morceaux avec un couteau à 14 lames, pratiquement. Tac. Pourquoi, comment, on va sauter ça, mais c'est un système très différent. Donc, c'était une surprise, en fait, que des gènes qui sont impliqués dans la mouche, dans le système de segmentation, présentent cette dynamique d'expression quand les auteurs ont regardé comment HERI était exprimé. Car en effet, ils regardent dans le poulet et puis ils s'aperçoivent que quelque chose n'est pas vraiment correct, c'est-à-dire que le patron d'expression change constamment. Vous voyez ici,
au stade 15 somites, donc pratiquement au même stade, certains embryons de poulet montrent une coloration très forte dans la partie postérieure, et puis d'autres très fortes dans une partie intermédiaire, et puis d'autres très forts juste en dessous des somites. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils comprennent qu'on a affaire ici à une expression qui est extrêmement dynamique, et que selon le stade vraiment précis dans ces 90 minutes, eh bien, on va trouver des distributions d'ARN qui vont être différentes. Et donc, ils vont classifier en 3 phases d'expression. Une première où on voit une expression forte dans toute la partie postérieure. Donc, souvenez-vous, c'est une partie qui n'est pas segmentée, c'est le mésoderme pré-somitique. Et puis une autre phase où on va voir extinction de l'expression dans la partie postérieure, mais vous voyez, cette expression monte. Et puis une troisième phase où on va avoir cette expression juste au niveau ici, où on va former le segment suivant. D'accord ? Ces cellules-là, en fait, sont des oscillateurs. Donc il faut vous imaginer que toutes ces cellules oscillent, mais ici, elles sont en phase, ici, elles sont en phase, ici, elles sont en phase. D'accord ? Donc, imaginez que vous avez trois cellules. Celle-ci oscille, d'accord ? Celle-ci aussi, mais dans une phase différente. Ici, elle exprime le gène, ici pas. Et puis ensuite, ici, elle exprime le gène, ici pas, etc., etc. Et donc, vous avez l'impression d'une vague. Mais comme on le verra, ce n'est pas une vague. Les cellules ne bougent pas. D'accord ? C'est leur oscillateur qui est toujours le même, mais qui va se trouver dans des phases différentes de l'oscillation. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une vague, mais ce n'en est pas une. D'accord ? Alors, ce gène RI, avant de continuer, laissez-moi juste vous dire que c'est un gène qui est, à l'époque, en 1996, est le premier gène vertébré, 97, orthologue du gène RI de la drosophile. Aujourd'hui, il a été renommé HES1, pour des raisons assez intéressantes d'ailleurs. HES pour Hairy Enhancer of Split. Chez la drosophile, il y a un grand complexe de gènes qui possède aussi 7 gènes, qui s'appelle le complexe Enhancer of Split. Et, historiquement, on sait que split était un nom donné à un autre gène qui s'appelle Notch, qui est vraiment le gène clé dans cette histoire, et donc je vais vous parler. Donc, on l'appelle aussi, c'est appelé split. Et ce sont des gènes qui, quand ils sont mutés, potentialisent l'effet néfaste de mutation dans Notch. Imaginez-vous une mouche que vous mutez pour un gène X, et puis elle a un phénotype léger, des ailes un peu mal fichues. Et puis vous induisez une mutation dans un autre gène, et là, le phénotype devient vraiment sévère. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un potentiateur. Donc c'est une mutation qui va enhancer, et c'est pour ça que ces gènes sont appelés enhancer of split. Ça veut dire qu'ils potentialisent les mutations dans Notch. Ça, c'est la traduction. C'est assez compliqué, mais je vais revenir sur Notch dans une minute. Aujourd'hui, on connaît 7 gènes, chez la souris également, chez les humains, S1, S7, et je mentionne juste en passant que ce sont tous des gènes qui sont des facteurs de transcription. On retombe là-dessus, là on est vraiment dans des core business, c'est des horloges, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe, ce sont des facteurs de transcription, mais qui lient l'ADN par cette structure qui finalement peu importe, mais c'est ce qu'on appelle une structure en hélice loop helix, une hélice ici avec un loop et puis une autre hélice, c'est une structure qui lie l'ADN en reconnaissant des bases, comme toutes celles que je vous ai décrites les 2 semaines précédentes. D'accord ? Mais, un point important, toutes ces protéines apparemment sont des facteurs de transcription qui ont un effet négatif. Ce sont des répresseurs. La plupart des facteurs dont je vous parlais les 2 semaines précédentes sont des facteurs qui, quand ils se lient en amont d'un gène, vont activer la transcription. Allez, on y va. Là, c'est l'inverse. Ce sont des gènes qui vont
réprimer la transcription. Donc les gènes cibles sont des gènes qui fonctionnent. Et quand vous avez cette protéine qui arrive, la transcription s'éteint, on ne fabrique plus d'ARN. Une année plus tard, en 1998, en fait, les gens commencent à s'apercevoir que ces oscillations ne sont pas simplement restreintes à ce gène ERI. Et je vous montre ici une autre étude du même laboratoire, mais là c'est de Nigel Brown, notre laboratoire, où l'on voit ici chez la souris, cette fois, quelque chose qui est très similaire. Vous voyez là, toute la partie postérieure est positive, là ça devient négative, ça monte, ça monte, ça monte, ici, tac, on arrive à cette bande va se transformer en toute petite bandelette dans le truc suivant, et puis ça repart avec... donc c'est toujours pareil, il faut vous imaginer cette structure avec cette oscillation qui est différente, qui fait zou, 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 comme ça, tac, 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 mais les cellules ne bougent pas. Ça, c'est vraiment le point important. Alors, ce que vous voyez là, c'est une hybridation in situ, c'est de l'ARN, cette couleur, ça montre où se trouve l'ARN, d'une protéine qui s'appelle lunatic fringe. Encore une fois, un nom qui vient de la drosophile, un nom assez barbare. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi correspond ce gène lunatic fringe. J'ai mentionné ici, juste pour vous donner une idée, qu'il y a à peu près 25 000 cellules qui oscillent en même temps dans cette structure. On n'est pas à 3 cellules comme je vous le montre. Il y a à peu près 20 000 cellules qui oscillent. D'accord. Mais ce gène lunatic fringe, il fabrique une protéine qui est une glycosyltransférase, alors peu importe, c'est une enzyme dont la fonction est de modifier la voie Notch. On retombe sur cette voie de signalisation Notch. Auparavant, je voulais juste vous montrer quelque chose de magnifique, c'est que ces auteurs vont utiliser un système de transgène pour essayer de visualiser cette dynamique d'oscillation, ce qui évidemment rend la perception qu'on en a extrêmement simple. Je vais essayer de faire fonctionner ça, je ne suis pas sûr que ça marche, mais... Voilà, regardez. Ah non, oui, je l'ai sur mon écran. Oui, je suis absolument navré. C'était un très joli film. On voyait ces oscillations se passer. En fait, l'idée est très simple, c'est qu'on prend ce promoteur du gène S ou du gène lunatic fringe, peu importe, et puis on met derrière une luciférase, une protéine qui est capable d'émettre quelque chose qu'on peut voir, ou simplement, vous pouvez mettre n'importe quelle protéine fluorescente, mais il faut évidemment la déstabiliser, parce que si cette protéine, si la fluorescence dure plus de 90 minutes, on ne verra rien, on verra un truc qui sera entièrement fluorescent. Et donc il faut rajouter une petite séquence peste à l'intérieur qui va détruire la protéine dès que cette protéine sera produite. Donc on va vraiment avoir la dynamique de la protéine, on la verra que quand elle est produite. Dès qu'elle est produite, elle se dégrade. Et donc on arrive comme ça à voir, j'essaierai de fixer ça pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, dans l'horloge de segmentation, cette enzyme lunatic fringe a un effet inhibiteur sur l'activité de la voie Notch. Autrement dit, cette voie Notch peut être régulée de façon négative par cette enzyme qui va glycolyser une partie de la protéine. Alors, il est temps que je vous montre à quoi correspond cette voie Notch. Ça a l'air compliqué, c'est très simple en fait. Cette voie Notch, c'est une des quelques voies de signalisation que l'on connaît qui fonctionnent de façon juxtacrine. C'est-à-dire, c'est des cellules qui se parlent, mais seulement si elles se touchent. D'accord ? Il n'y a pas de signaux qui sont émis, il n'y a pas d'hormones qui circulent, c'est deux cellules voisines qui se touchent et qui vont se transmettre quelque chose. Mais attention, ce n'est pas de la colle, ce n'est pas des cadérines, ce n'est pas des molécules qui sont là pour coller les cellules, c'est vraiment des molécules qui vont transmettre une information. Et la façon dont cette information est transmise est très intéressante, c'est la façon suivante. Vous avez ici une cellule, la voisine en haut, vous avez une protéine transmembranaire, une protéine qui traverse la membrane, c'est Notch, c'est cette protéine Notch. Cette protéine, elle est faite en gros de deux grands domaines.
c'est une seule protéine, hein, mais de deux grands domaines, un domaine extracellulaire et un domaine intracellulaire. Quand cette protéine rencontre chez sa voisine un ligand, alors le ligand il va être aussi fixé chez la protéine voisine, chez la cellule voisine. Hein. C'est une protéine membranaire. Il y en a de deux types chez nous, c'est soit ce qu'on appelle des ligands delta ou des ligands JAG. Eh bien, va se passer quelque chose, toute une chaîne d'événements qui fait qu'on va protéolyser cette partie de la protéine et cette partie-là, intracellulaire, va être libérée. Elle va rentrer dans le cytoplasme. Elle ne va plus être tenue à la membrane, elle va circuler dans le cytoplasme, rentrer dans le noyau et activer des gènes cibles ou réprimer des gènes cibles. Et vous voyez que parmi ces gènes cibles, ces gènes de la famille HES, HES1, HERI, celui que je vous montrais tout à l'heure, qui a ces oscillations. D'accord ? Et en fait, ce gène lunatic fringe, alors peu importe vraiment où il intervient dans cette chaîne, mais c'est un gène qui va produire une enzyme qui va glycolyser, qui va rajouter des morceaux de sucre en fait, sur cette protéine Notch, qui fait que ça va interagir négativement. Donc quand vous avez lunatic fringe, vous diminuez la signalisation Notch. Alors comment cela fonctionne ? Eh bien, voilà ce que proposent ces auteurs. Regardez d'abord sur la gauche, pour encore une fois, vraiment essayer de comprendre que ce petit carré-là, en fait, ce sont le même groupe de cellules à des moments différents de l'oscillation. Donc ces cellules ne bougent pas. C'est vraiment quelque chose qui est contre-intuitif quand on voit ces oscillations. Mais les cellules ne bougent pas. Simplement, elles continuent d'osciller. Ici, elles oscillent avec la même période, avec la même, etc. Mais elles sont dans des phases d'oscillation différentes. D'accord ? Et donc, on va voir expression de ce gène-là dans ces cellules, puis dans celle-ci, puis dans celle-ci. Puis ici, elles vont rencontrer un fameux front de détermination qui font qu'elles vont faire une frontière. Ce front de détermination, on le verra tout à l'heure, si j'ai le temps, ou la semaine suivante. Alors, comment ça fonctionne ? Comment fonctionne cet oscillateur, d'abord ? Avant le front de détermination, comment fonctionne l'oscillateur ? Eh bien, encore une fois, il est fait essentiellement de 3 voies de signalisation. Et sans entrer dans les détails, il y a 2 voies qu'on peut qualifier de voies paracrines. C'est cette voie que vous voyez ici, Wnt, et cette voie FGF. Alors pour ceux à qui j'ai eu le plaisir déjà de voir dans cette salle, on a passablement parlé dans les cours précédents, c'est des voies de signalisation paracrines, c'est des cellules qui relâchent ces ligands, et puis d'autres cellules vont, avec des récepteurs, sentir ces ligands et puis réagir d'une façon X ou Y. Et puis on a ici cette voie de signalisation Notch, qui, comme je viens de le dire, est une voie juxtacrine, donc une voie qui ne concerne que les cellules qui se touchent. Et en fait, vraiment sans rentrer dans les détails, on voit déjà un peu comment cet oscillateur fonctionne. Regardez simplement sur la voie Notch ici. Ce carré bleu, c'est le Notch intracellulaire domaine, c'est le petit morceau de Notch qui va rentrer dans le cytoplasme quand on coupe la protéine. Donc quand on signalise dans la voie Notch, quand elle touche la cellule voisine qui a un ligand delta, qui dit « Hey, moi j'ai du delta », eh bien Notch va avoir une protéolyse et on va relâcher ce fragment qui va activer le gène HES. Mais souvenez-vous, le gène HES, je vous disais, c'est un facteur de transcription qui est un répresseur, qui a une action négative. Et cette action négative, c'est sur quoi ? En partie sur ce gène ici qui est lunatic fringe. Mais lunatic fringe, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il avait une fonction négative sur quoi ? Sur la signalisation par la voie Notch. Donc on a un double négatif, très classique. On a un système vraiment hyper classique de double négatif où on a un inhibiteur qui inhibe un inhibiteur qui inhibe un activateur. Et donc on a ici, vous pouvez regarder, S stimulé par Notch, par l'intracellulaire, va monter, monter, monter. Comme il monte, il va réprimer lunatic fringe, qui va déréprimer Notch. Notch va monter,
etc., etc. Donc on a des boucles qui vont créer une oscillation. Et puis vous voyez ici, en plus, cette oscillation, elle est couplée à cette voie de signalisation FGF. Alors je vous dis déjà d'avance, c'est vraiment le point important, puisque FGF est une partie de ce front de détermination, justement, est couplée par l'intermédiaire de ces gènes S, avec une signalisation FGF qui va activer aussi la transcription du gène S, qui va, encore une fois, avoir un effet négatif sur un effet négatif, etc., etc. Alors j'ai décrit ça ici, si vous voulez regarder un peu en détail, un jour ou l'autre, mais c'est un système de boucles de feedback, 3 voies de signalisation, notch, WINT, FGF. Notch contrôle lunatic fringe qui agit négativement sur la voie, donc qui va osciller, et ces voies, évidemment, doivent se coordonner. Alors pendant plusieurs années, en fait, les gens qui travaillaient dans ce domaine ne savaient pas exactement comment cette voie WINT s'intégrait. On voyait bien comment cette voie FGF et la voie notch interagissaient, mais on ne comprenait pas vraiment comment cette voie WINT rentrait dans le jeu, alors qu'on savait qu'elle oscillait. On voyait plusieurs composants, en fait, en particulier un gène qui s'appelle l'axine. On voyait que cette voie oscillait également, mais on ne savait pas exactement comment. Et je vous montre juste une image d'une étude relativement récente en 2018 qui a finalement apporté un élément assez important pour comprendre comment ça se passe. Et on voit ici que la voie WINT a un effet d'entraînement sur la voie notch. Alors pour faire vraiment très très court, ce que vous voyez là, c'est dans le mésoderme présomitique tout en bas, ici, vous voyez que les oscillations de la voie WINT et de la voie notch sont en contrephase. Et vous voyez que juste avant la formation du summit, ici, elles sont maintenant en phase. Alors, comment ça a pu être observé? Eh bien, encore une fois, par les mêmes développements technologiques dont je vous parlais la semaine passée, avec des systèmes de microfluidique. Donc, c'est des gens qui ont pu installer le développement, ce système de condensation sur un système plat, avec des cellules qui ressemblent à des cellules de mésoderme présomitique et qui soudainement vont se condenser, avec une période qui ressemble à la période originale. Et donc, une fois que ça s'est mis dans un système microfluidique, on peut commencer à injecter ça, mettre un inhibiteur, mettre un activateur. Et en faisant ça, ces auteurs s'aperçoivent qu'en fait, au tout début, tout en bas, tout près de la source de ce front de détermination, on va avoir ces deux voies qui sont antiphases. Et puis au fur et à mesure qu'on s'approche de la partie où ce front de détermination va déclencher la formation d'un summit, on voit que ces phases sont entraînées l'une vers l'autre. Donc vous imaginez quelque chose qui est en hors phase, et puis le plus vous approchez de ce point fatidique, le plus ces deux oscillations vont se mettre en phase. Arrivé à la même phase, hop, front de détermination, on fabrique un summit. Alors la dernière chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est comment les synchroniser, ces cellules. Comment sur deux cellules voisines dans la partie postérieure, comment est-ce qu'on les synchronise? Parce qu'il faut qu'elles soient synchronisées. Imaginez que si chaque cellule n'est pas synchronisée avec sa voisine, on ne voit pas ces vagues d'oscillation. On verrait quelque chose de totalement homogène, du bleu partout. Et je vous montre juste pour terminer j'ai des animations. Si ça ne marche pas, je les montrerai la semaine prochaine. Mais une étude qui date d'avril 2023, donc du mois passé. Et c'est une étude qui est assez intéressante, qui en fait combine de la modélisation mathématique avec des résultats expérimentaux. Et ces auteurs se disent finalement, il n'y a pas 36 façons avec cette voie notch, WINT, FGF, de synchroniser deux cellules. Ils en voient 4. On peut dire soit la cellule émettrice accélère l'oscillation de la receveuse. C'est-à-dire, vous avez deux cellules qui ne sont pas
en phase, eh ben, la cellule qui va signaliser va dire « va plus vite ». Et donc cette cellule va accélérer pour se mettre en phase. D'accord ? Soit elle fait l'inverse. Elle dit « tu n'es pas ralentis, 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 et on est maintenant en phase ». D'accord ? Des façons de se parler. Soit la cellule répond immédiatement. Donc, dès que je te donne l'ordre, tu le fais. Hein, tu ralentis, tu accélères. Soit la cellule receveuse répond, mais après un temps d'inaction. Elle dit, oui, il faut que j'accélère, mais attends. D'accord, et puis on accélère. Donc, c'est les 4 situations que ces gens, parmi toutes les situations, que ces gens vont modéliser mathématiquement pour voir, en vérifiant avec un système biologique, laquelle de ces 4 est la plus probable. Et c'est là que je vais probablement... Ah, non, voilà. Alors, ils construisent des petits modèles qui sont assez amusants, en fait, où on voit ici la réponse qui freine, donc la réponse dans laquelle une cellule va dire à l'autre, il faut que tu ralentisses pour qu'on soit en phase. Ici, avec une réponse retardée. Vous voyez, ici, c'est un temps de réflexion, là. Ici, vous avez... Tu freines, mais une réponse soudaine. Ici, tu accélères avec un temps de réflexion. Et ici, tu freines, tu accélères avec beaucoup de réflexion. Enfin, bon, bref, c'est les situations qu'ils ont modélisées. Et vous voyez ici ce qui se passe. Vous devriez voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, on a une réponse de frein. Vous voyez, ça freine, elle reçoit sa freine, mais là, elle repart. Et là, ça freine. Donc, en fait, elles ne sont jamais en phase si vous utilisez ce type de modèle. Alors qu'en fait, si vous utilisez celui-ci, avec une réponse immédiate, donc, vous voyez, la cellule receveuse va freiner, réponse immédiate, au prochain tour, cette cellule va être en phase. Donc, en quelques oscillations, tac, voilà. En quelques oscillations, ces 2 cellules vont pouvoir se mettre en phase. Alors après, on peut regarder un autre schéma. Ici, si vous avez une réponse accélérée, hop, vous voyez que celle-ci, après quelques oscillations, va aussi être en phase. Alors il y a plusieurs modèles qui sont compatibles. Ces gens-là vont regarder d'un point de vue expérimental ce qui se passe, et puis ils vont terminer avec la conclusion qu'en fait, c'est très probablement ce modèle-là, c'est-à-dire que, en tout cas, dans leur système de modélisation et leur vérification in vivo, c'est ce modèle de freinage qui correspond le mieux aux données expérimentales. Ça veut dire que ces cellules, en quelque sorte, alors évidemment, quand on dit freinage, ça correspond à toute l'activation de ces boîtes de signalisation. Hein. Donc, une cellule qui n'est pas exactement en phase, il y a une cellule qui va prendre le contrôle et qui dit, maintenant, il faut que tu ralentisses un peu, par des boîtes de signalisation, il faut que tu ralentisses un peu, et puis assez rapidement, en quelques oscillations, ces cellules vont de nouveau être en phase. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis la semaine prochaine, on parlera du front de détermination assez rapidement, et de la question évolutive, c'est-à-dire comment se fait-il que chez les animaux différents, les périodes de cette horloge soient différentes. Comment c'est possible que chez nous, ça prenne 5 heures, alors que chez la souris, ça ne prend que 2 heures. Donc on verra que c'est lié à des questions métaboliques qui sont extrêmement intéressantes au temps de production et de dégradation des ARN. Et puis on commencera le 3e référentiel temporel, qui est celui des gènes architectes, des gènes OX. Voilà, bonne soirée.